d'accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de son Excellence Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique. Je demande aux représentants du protocole d'accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre du Royaume de Belgique, son Excellence M. Charles Michel. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président, votre prédécesseur qui a présidé la première Assemblée générale des Nations unies en 1946 était un de mes compatriotes, Paul-Henri Spaak. En pleine Deuxième Guerre mondiale, il déclarait ceci: « Nous devons profiter des circonstances exceptionnelles et saisir la chance qui s'offrira pour faire au monde un progrès substantiel. Préserver les générations futures du fléau de la guerre, voilà, très chers collègues, quel était l'objectif des fondateurs il y a 70 années. La Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits fondamentaux et les valeurs universelles. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. La liberté de la pensée, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont intangibles et ce sont les bases d'un monde démocratique où la dignité de chacun, où qu'il se trouve, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, doit être pleinement respectée. Chers collègues, depuis 1945, le monde a beaucoup changé. Des progrès ont été réalisés. J'ai 40 ans. Les défis auxquels notre génération est confrontée sont multiples, sont complexes et sont de plus en plus interdépendants. Les conflits, la pauvreté, le climat, les migrations, l'agenda 2030 doit donner un nouvel élan et plus de force encore à notre action commune pour le développement. Je vous le disais, j'ai 40 ans et je suis né bien après les indépendances des États africains. Ma conviction, c'est que les destins de l'Europe et de l'Afrique sont intimement liés. Chacun a beaucoup à gagner de la réussite de l'autre, mais aussi beaucoup à perdre de son échec. Je n'ai pas, moi, connu l'époque de la colonisation. Je ne connais que des États africains libres et indépendants. Je n'ai donc ni sentiment de nostalgie, ni sentiment de culpabilité, mais par contre, j'éprouve bien un sentiment de responsabilité. Nous devons porter un regard lucide, un regard optimiste sur l'avenir de ce continent auquel mon pays est particulièrement attaché. Nous voulons une relation sincère, franche, d'égal à égal, un partenariat dans lequel chacun est respecté, un partenariat dans lequel personne ne fait la leçon à l'autre. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique, j'en suis convaincu, est promise à une place de plus en plus importante dans le monde. Nous connaissons le potentiel de ce continent. L'Afrique a du talent, l'Afrique a des ressources, et je pense d'abord à ces jeunes Africains pleins de vitalité, ingénieux, ces jeunes Africains qui veulent prendre leur destin en main. Ils ont en eux cet élan de dignité, cet élan de liberté. Rien, personne ne pourra arrêter cela. Chers collègues, la première condition pour le développement, c'est le respect de l'état de droit et la garantie des libertés personnelles. 2015, 2016 sont des années électorales en Afrique. Il n'y a pas de démocratie sans légitimité et il n'y a pas de légitimité sans respect des pactes constitutionnels qui unissent les dirigeants et leurs peuples. Certains pays ont montré la voie de la sagesse. Je pense au Nigeria, par exemple. Je pense aussi au Sénégal.
et on ne peut que condamner les tentatives de coup d'État, comme récemment encore au Burkina Faso. Enfin, nous devons appeler tous les chefs d'État à respecter les cycles électoraux organisés par les pactes constitutionnels. La Charte des Nations Unies consacre la souveraineté de chaque État. Cette souveraineté, c'est d'abord une responsabilité, celle de conduire le pays dans le respect de l'intérêt général, et en aucun cas la souveraineté ne peut devenir un prétexte pour l'oligarchie. La souveraineté, c'est d'abord un devoir vis-à-vis de son peuple. Ignorer la volonté du peuple, bafouer les libertés, ça ne dure qu'un temps, parce que la soif de liberté et de dignité finit toujours, tôt ou tard, par l'emporter. Au Burundi, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire respecter la Constitution et les accords d'Arusha. L'entêtement à se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix, et une certaine forme d'aveuglement ont gravement perturbé les équilibres. Ce pays, malheureusement, est aujourd'hui confronté à la division, et ce sont les citoyens burundais, dont de nombreux réfugiés, qui en sont les principales victimes. Nous voulons de toutes nos forces, une fois encore, appeler au dialogue politique entre gouvernement et opposition sous les auspices des pays de la région dans le cadre de la communauté est-africaine. La République démocratique du Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Une population jeune, dynamique, des ressources naturelles abondantes, mais dans le même temps, des conflits tragiques dont la population paye le prix fort depuis tellement d'années. Le respect pour l'état de droit et pour les règles constitutionnelles est le seul chemin pour la stabilité. Chacun attend que les responsables politiques de ce pays, à quelques encablures des élections, démontrent que c'est bien l'intérêt supérieur de leur pays et de leur peuple qu'ils portent dans leur cœur. Mesdames et messieurs, mon pays est aussi engagé au Sahel, aussi bien pour la sécurité que pour le développement. La déstabilisation en Libye, l'explosion démographique ou encore les changements climatiques entraînent, nous le savons, des difficultés sérieuses. Et nous voulons continuer à soutenir les opérations de maintien de la paix au Niger, au Mali. Nous continuerons à soutenir les efforts de la MINUSMA. À côté de l'aide publique au développement, l'initiative privée doit être encouragée. Le développement économique doit créer des emplois, doit amener plus de recettes pour les États. L'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption doivent permettre l'essor des investissements. Nous devons aussi encourager les financements innovants pour le développement, comme par exemple l'idée d'une contribution internationale sur les transactions financières. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes tous de plus en plus confrontés à la montée en puissance du terrorisme. Et mon pays n'est pas épargné. Les terroristes veulent détruire les valeurs universelles. Ils choisissent de frapper aveuglément des victimes innocentes. Tous les moyens doivent être mobilisés contre ces nouvelles menaces. Mais l'honneur des démocrates, c'est de combattre les fanatiques dans le respect de l'état de droit. Et nous devons, ça n'est pas simple, veiller en permanence à l'équilibre entre le droit à la sécurité et le respect des libertés individuelles. Nous devons mobiliser nos services de sécurité, police, autorités judiciaires. Nous devons aussi peut-être davantage nous appuyer sur les communautés locales, sur les chefs religieux, spirituels, sur la société civile. Depuis 2003, la négociation d'une convention internationale sur le terrorisme est pratiquement au point mort. Je veux ici lancer un appel. Donnons un nouvel élan afin de valider au plus vite cette convention internationale et de nous donner ainsi davantage de moyens d'action. Plusieurs l'ont évoqué à cette tribune. Nous devons aussi travailler pour résoudre les conflits en Libye, en Irak ou en Syrie.
Et en Syrie, je veux être clair, il ne s'agit pas pour nous de faire un choix entre d'un côté la barbarie fanatique de l'État islamique ou de l'autre la tyrannie et les massacres de Bachar el-Assad. Non, pour nous, il faut agir en parallèle. Nous devons à la fois éradiquer Daesh et en même temps forcer la transition politique vers des élections libres et crédibles. La Syrie a besoin d'institutions solides, a besoin d'un gouvernement légitime. C'est le seul chemin possible vers la paix et vers la stabilité. Nous plaidons pour une approche globale, humanitaire, politique, et l'option militaire peut être envisagée dans le respect du droit international. Nous voulons soutenir l'engagement tout à fait remarquable du représentant spécial du secrétaire général Staffan de Mistura afin de relancer le dialogue entre l'ensemble des parties. La situation en Libye, il faut le dire avec clarté, c'est l'échec de la communauté internationale. Et cela montre bien que seule une approche globale a du sens. Aujourd'hui, les groupes extrémistes en tout genre sèment la terreur. Les attentats en Tunisie pour tenter de saper la transition démocratique l'ont parfaitement montré. Et là aussi, nous voulons soutenir les efforts déployés au départ des Nations Unies en faveur d'un dialogue politique. Nous le constatons, les conflits, les guerres poussent les populations à chercher la sécurité ailleurs, loin de chez eux. 60 millions de personnes aujourd'hui sont déplacées dans le monde et doivent bien souvent mettre leur vie en péril pour échapper au conflit. La Syrie, malheureusement, n'est qu'un des exemples tragiques de cette situation. Nous devons soutenir les pays qui font directement face aux conséquences de ce conflit. Je pense au Liban, je pense à la Jordanie, je pense à la Turquie, et je me réjouis que l'Union européenne ait décidé de mobiliser 1 milliard d'euros pour mieux soutenir l'accueil des réfugiés dans ces 3 pays. Au Moyen-Orient, le processus de paix est au ralenti. Et pour nous, le statu quo ne peut pas être une option. Hisser le drapeau palestinien ici aux Nations Unies, comme nous voulons de le faire, c'est bien sûr un symbole. Mais ce symbole-là, il n'est pas suffisant. Plus que jamais pour nous, l'objectif doit être la reconnaissance d'un État palestinien souverain, indépendant, dans le plein respect du droit à la sécurité d'Israël. Et je veux le dire avec la clarté qui s'impose, ni les tirs de roquettes, ni les colonisations illégales n'ouvriront la voie vers cet objectif tellement important. Ma conviction, c'est que l'Europe doit se mobiliser davantage encore en partenariat avec les différents partenaires. Et c'est dans cet esprit-là que la Belgique soutient l'initiative de la France pour tenter de mettre en place un groupe de contact rassemblant des pays de bonne volonté. Monsieur le Président, mes très chers collègues, la Charte des Nations Unies établit le principe de l'égalité souveraine. L'intégrité territoriale et la souveraineté de chaque pays doivent être garanties. C'est une exigence absolue. Et nous sommes là aussi aux côtés de l'Ukraine pour faire respecter les principes et les obligations prévues dans le droit international. Les accords de Minsk doivent être pleinement mis en œuvre par l'ensemble des parties. Enfin, je veux conclure en vous disant que la paix et la sécurité doivent bien sûr être des objectifs permanents. Bien sûr, nous le savons, il y aura toujours des différends entre les pays. Mais l'honneur de l'humanité, l'honneur de cette Assemblée doit être de résoudre par le dialogue et la compréhension mutuelle les conflits qui germent plutôt que par les canons et par le fanatisme. Les accords de paix en Colombie, le processus nucléaire iranien ou encore la reprise des relations diplomatiques avec Cuba montrent que le dialogue et le respect peuvent produire des résultats tangibles. L'ordre international suppose que chacun, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, adhère sans réserve à un socle commun de valeurs universelles. Et comme l'a tellement bien dit le président Obama à cette même tribune il y a quelques heures, un tyran
peut mettre un opposant en prison, mais pas ses idées. Comme chef de gouvernement, je sais la responsabilité sur les épaules de ceux qui représentent leur peuple. Je sais aussi, comme vous, que le monde est parsemé d'embûches, est parsemé de contradictions, est parsemé de tragédies. Mais le monde, c'est avant tout des femmes et des hommes avec des rêves, avec des espoirs pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils aiment. La liberté intangible, l'innovation, l'intelligence, l'ingéniosité, le respect et la tolérance, cela doit être nos meilleures armes pour relever ensemble les défis de ce siècle. Et je conclus avec ces mots de Paul-Henri Spaak, le premier président de cette Assemblée générale, qui déclarait déjà alors: entre le monde parfait et un monde meilleur, je choisis le monde meilleur. Nous savons que le monde parfait est impossible. Le monde meilleur, lui, il ne dépend que de nous. Le monde meilleur exige du courage, de la responsabilité et aussi de la solidarité. Et c'est totalement imprégné de cette conviction que je veux ici affirmer l'engagement de mon pays pour un monde meilleur. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je désire remercier le Premier ministre du Royaume de Belgique pour son discours et je demande au protocole d'accompagner son Excellence.